Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Samedi après-midi, le 15 de France se déplace à Twickenham pour ce qui s'annonce déjà comme l'un des matchs décisifs de ce tournoi 2025. On rappelle que les Bleus sont à la poursuite d'un titre et même d'un grand chelem 3 ans après leur dernier sacre, donc une victoire à Twickenham est obligatoire. Je rappelle aussi que la France n'a pas perdu face aux Anglais depuis 2021, 3 ans d'invincibilité qu'on espère bien conserver. Mais surtout dans ce match, il va s'agir de l'honneur du 15 de la Rose, puisque la dernière fois que les partenaires d'Antoine Dupont sont allés à Twickenham, ils en sont revenus avec la plus large victoire de l'histoire des Bleus sur les roast beef, 53-10 dans un match qui a été plus qu'humiliant pour les Britanniques. Mais cette année, les choses s'avèrent quand même un peu plus complexes, car l'Angleterre est en phase de maturité et a montré des progrès dans plusieurs secteurs. Déjà, le 15 de la Rose a affronté toutes les meilleures nations mondiales en 2024, la France, l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, même l'Australie dans une moindre mesure, avec certes seule une victoire contre l'Irlande, mais toutes les autres défaites qu'elle a concédées se sont faites dans les dernières minutes avec un maximum de 9 points d'écart, et encore avec des écarts de 1 à 2 points seulement contre les All Blacks. Autant vous dire que ça forge pas mal, que c'était quand même plus que des défaites encourageantes, parce qu'en vrai c'était même une défaite qui se jouait vraiment sur un lancer de dés. Et je pense qu'ils s'en sont servis et qu'ils vont s'en servir encore pour progresser. Mais alors, quels sont les points forts de cette équipe d'Angleterre et sur quel secteur est-ce qu'on peut les prendre? Pour ce faire, j'ai analysé leurs 4 derniers matchs. Ouais, j'ai du temps à perdre, hein. Et donc j'ai pu en dégager quelques tendances que je vais partager maintenant avec vous. Mais avant cela, je me permets juste de vous rappeler que si vous aimez ce que je fais, que vous aimez le rugby, que vous aimez mes vidéos, le meilleur moyen de me le faire savoir et de me récompenser en quelque sorte, c'est de s'abonner sur YouTube d'abord, mais aussi sur Instagram et sur TikTok si jamais vous avez un compte. Là, j'y partage des extraits un peu plus coupés, un peu plus courts pour que ce soit plus digeste et que vous puissiez l'envoyer comme ça à vos amis. Et surtout, n'oublie pas le pouce bleu et le commentaire pour flatter l'algorithme. Premier point, et je pense que c'est assez évident si vous avez regardé l'Angleterre dernièrement, c'est bien évidemment la défense. L'Angleterre mise depuis plus d'un an sur une défense ultra agressive. C'est, je pense, la défense qui monte le plus rapidement du rugby à l'heure actuelle. Les défenseurs montent en ligne de manière très compacte pour asséner de violents contacts sur les premiers duels, sur les premiers animateurs également. Le but, c'est d'enrayer l'attaque, de submerger les meneurs de jeu pour pas qu'ils puissent prendre de décision ou alors qu'ils soient forcés de prendre la décision la plus en catastrophe possible, c'est-à-dire dégager loin, c'est-à-dire faire jouer un partenaire pour se sauver à la dernière minute et du coup il prend la marée. Donc le but principal, c'est vraiment de la forcer à reculer, de l'étouffer et de l'obliger à rendre des ballons. Ça peut être très efficace et généralement ça l'est sur les premières montées, mais c'est quand même une tactique qui est à double tranchant et à fort double tranchant même, puisque cela demande un énorme effort physique et même mental pour venir agresser en permanence l'adversaire, se replacer et repartir à l'assaut de plus belle. Sur tous les matchs que j'ai analysés, l'Angleterre démarre en trombe. Elle agresse constamment l'attaque et elle renvoie une image de rouleau compresseur impitoyable, mais ça, c'est jusqu'à ce que vienne la mi-temps et la 50e minute à peu près, où là on voit que le rendement de la défense, que sa capacité à se replacer, à venir agresser une nouvelle fois, ça commence à péricliter et à baisser de régime. Ça monte moins vite, mais surtout ça communique moins bien et ça laisse des brèches assez facilement exploitables par l'attaque. Et des fois même pas besoin d'attendre la 50e minute, il suffit qu'il y ait 2-3 temps de jeu où l'attaque parvient à avancer un petit peu, à tenir le ballon, et on voit tout de suite que là, c'est plus compliqué pour la défense de prendre le dessus. Mais bon, il va quand même falloir être très solide côté français pour essuyer les premières montées anglaises, et face à ça, évidemment, il y a plusieurs alternatives. La première, et la plus bas de plafond sûrement, c'est de leur péter la tronche, tout simplement. Littéralement, on envoie du Meafou, de l'Atonio, du Boudéan, du Aldrit, voire même du Moefana lancé dans certains couloirs, et on gagne les collisions. Ça peut marcher sur plusieurs temps de jeu, mais ça ne peut pas être la seule corde à notre arc, parce que là aussi c'est quand même assez énergivore. Comme je l'ai dit, la défense anglaise, elle est très épuisante à tenir comme défense sur tout le long de la partie. Et surtout, je trouve qu'elle est très efficace sur les premiers mètres, là où elle est très concentrée, où elle est très dense et où il n'y a pas d'espace. Donc si on veut les prendre à leur propre jeu, faut prendre de la profondeur déjà, puisque plus l'attaque est loin de la défense, plus elle va avoir le temps de voir les défenseurs monter et de trouver des solutions. Et surtout, plus il y a de la profondeur en attaque, plus la défense, plus les défenseurs vont devoir parcourir du terrain pour aller cueillir l'attaque, devoir après se replacer pour remonter encore en défense, et ça, plus tu augmentes la profondeur, plus la défense va devoir parcourir le terrain et s'épuiser en plus. Je pense surtout qu'il faut qu'on soit patient, qu'on se laisse pas submerger par les 2-3 collisions qu'on va prendre dans la tronche sur les premières prises de balles. Faudrait qu'on arrive à les resserrer autour des regroupements pour ensuite aller chercher les couloirs assez rapidement grâce à notre profondeur et grâce à des joueurs qui se proposent, parfois en l'heure, parfois avec juste des courses très rentrantes qui vont venir semer le doute parmi les défenseurs
anglais. Parfois une simple combinaison cut-do mais qui est réalisée avec beaucoup de vitesse, avec un bon timing, ça marche, pas besoin d'aller chercher plus loin. Ça peut nous permettre de les contourner parce que des fois la défense, à force de vouloir monter trop vite, elle peut se faire prendre à son propre jeu et se retrouver à contre-pied. Et là je pense que si on arrive à atteindre ces couloirs justement, avec la vitesse de nos ailiers, il y a des arguments à faire valoir. Lors des précédents matchs, les Anglais se sont fait prendre à de nombreuses reprises dans les couloirs, notamment sur des retours, donc des inversions de jeu, où on voit qu'en défense, c'est des avants qui se retrouvent face à des trois quarts, et du coup ils subissent forcément leur vitesse. Et puis il y a l'Australie aussi qui avait montré une belle adaptation en se concentrant sur le centre du terrain, c'est-à-dire que l'attaque n'allait pas forcément chercher directement les couloirs, elle allait insister plutôt au centre du terrain, rester bien dans l'axe, un coup à droite, puis après hop, deux coups à gauche, et après et ainsi de suite, on inverse. Tout ça pourquoi? Eh bien pour concentrer la défense au centre du terrain et la couper en deux parties. Ce qui rend beaucoup moins efficace la rush défense, puisque du coup tu es obligé d'avoir des joueurs rapides de chaque côté, d'avoir des joueurs mobiles, et tu peux pas faire comme quand tu défends sur un seul côté, avec les plus lents proches du ruck, les trois ennemis ensuite qui viennent chasser, puis après tes centres qui vont venir presser ou alors venir couper les extérieurs, et ensuite ton ailier qui est un petit peu en profondeur. Là, quand tu es coupé en deux, tu es obligé de devoir recirculer, tu es obligé de mettre beaucoup plus de communication pour être bien placé face à l'attaque, qui peut en plus inverser à tout le moment. Donc tu ne vas pas monter comme un débile, parce que sinon il suffit d'une seule mauvaise passe que tu n'as pas anticipé pour te faire prendre comme un bleu. Et par conséquent, je pense qu'on a tout à fait les armes pour jouer ce jeu-là. On va pouvoir jouer autour des rucks avec des courses rentrantes qui vont se proposer autour de Dupont, et grâce aux nouvelles règles qui font que le relayeur est beaucoup plus protégé, je vous lis la règle: un joueur qui a fait ou qui fait partie du ruck ne peut pas intervenir sur un adversaire qui se trouve près de ce ruck, à moins de 1 mètre, et qui tente d'en faire sortir le ballon. En gros, Dupont va avoir 1 mètre de liberté autour des rucks lorsqu'il va sortir le ballon. Ce qui fait que ça lui laisse pas mal de marge pour soit y aller tout seul, soit faire jouer un partenaire. Ce qu'il a fait contre le Pays de Galles, même si je pense que ça va être un peu plus pressant que les Gallois quand même. Dupont va donc avoir les mains libres pour faire jouer autour de lui, et depuis novembre, dès qu'il lève le ballon, on voit qu'il y a des structures qui se font pour l'accompagner et pour mettre beaucoup de trafic sur une zone assez restreinte de la défense, qui se retrouve du coup submergée. Il y a souvent un soutien intérieur, un soutien extérieur, un soutien axial, et puis s'il y a besoin, il y a souvent son 10 et son 15 qui sont assez proches pour le soutenir. Ce qui donne donc, je le répète, énormément de grains à moudre pour la défense, qui va devoir anticiper quand même l'extérieur, parce que les Anglais ont tendance à beaucoup anticiper ce qui va se passer sur l'extérieur, parce qu'ils savent qu'ils sont plus lourds, qu'ils sont moins mobiles, et que du coup ils veulent prendre ce temps d'avance là sur l'attaque, sauf qu'il suffit des fois juste d'un simple retour intérieur avec un avant qui s'oublie au ras du ruck pour les avoir. Conclusion, c'est assez simple, j'invente pas l'eau chaude, va falloir être patient, être résilient, être capable d'encaisser les gros coups qu'on va prendre dans la tronche sur les premiers temps de jeu, mais je suis assez confiant là-dessus. Je trouve que l'équipe de France a justement une capacité à plier très fort sans rompre. On l'a vu contre les All Blacks en novembre. On a aussi le jeu en black, donc le jeu à une passe qui est pas forcément très beau, très élégant, mais qui est animé autour du pont, où il fait jouer ses avants, où il fait jouer même des centres qui arrivent avec des courses rentrantes, et le but c'est de mettre beaucoup de rythme pour surcharger la défense. Et surtout, une fois qu'on a bien resserré, on a la capacité à déclencher en une fraction de seconde pour atteindre très rapidement les couloirs, où là il y a les ailiers quand même supersoniques que sont Atis Sogbe et Louis Bielbiarré qui les attendent pour aller marquer tout simplement. Et je pense même que si on est mené en première mi-temps, c'est pas si grave que ça. Alors ça dépend du score, hein. Si on est mené de 30 points, forcément c'est plus compliqué que si on est mené de 10 points, mais je trouve que l'Angleterre démarre très fort ses matchs, autant défensivement qu'offensivement, et on va en parler, mais par contre s'étiole au fur et à mesure de la partie. Je trouve que l'Angleterre actuellement n'a pas plus de 55 minutes dans le ventre, et nombreuses sont les équipes qui arrivent à faire la différence et à basculer en fin de match face à eux. Offensivement, ballon en main, c'est pas ultra dangereux, c'est solide, c'est rugueux, c'est lourd, mais c'est pas les Fidji quoi. Ça joue aussi pas mal en black avec donc les avants qui se relaient dès que ça franchit les 22 mètres, mais par contre c'est pas non plus hyper rapide. La plupart des rucks des Anglais sont lents, là où l'équipe de France arrive à avoir plus de 55 voire même 60% des rucks rapides. Les Anglais, eux, ça tourne plutôt autour des 40, 45, à peine 50%, donc ils sont pas capables de mettre autant de rythme que nous, parce que nous on a un Dupont qui colle au ballon et qui arrive à dynamiser tout ça. Néanmoins, ils sont quand même capables de mettre beaucoup de rythme en zone de marque, mais sinon c'est pas très élaboré. Ils s'en remettent surtout à leurs gros porteurs, Genge, Lawrence et Earl surtout, et notamment là ça va être
assez crucial, c'est sur les lancements en touche, ou voire même sur mêlée, où ils attaquent beaucoup la zone du 10 parce qu'ils ont les arguments pour. Je répète, Genge, Lawrence et Earl, qui sont des joueurs qui sont capables d'être très très dynamiques sur les premiers mètres pour amener beaucoup de puissance. Et là, il va falloir que Jalibert sorte un gros match parce qu'il va y avoir du monde de guichet pour venir lui rendre visite. Mais sinon, en dehors de ça, les Anglais écartent assez peu, ils se répartissent assez peu sur la largeur du terrain, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de cellules qui dépassent 15 mètres au-delà du ruck. Et le seul créateur de la ligne d'attaque, le seul réel danger pour moi, c'est Marcus Smith, le numéro 10. Il voit assez vite où sont les failles et il dispose de qualités de vitesse et d'appui qui permettent de vite les exploiter. Notamment, il utilise beaucoup les retours pour inverser en un instant la direction de l'attaque et prendre à revers des avants qui sont un peu en train de se replacer et qui sont pas en mesure de rivaliser avec son dynamisme. Mais je trouve qu'avec notre paire de centre Moefana Barassi, alors certes en attaque ils ont pas beaucoup de ballons, ils s'ennuient un petit peu. Par contre en défense, je trouve qu'on est assez servi et ils sont capables de très vite réagir. Mais le secteur sur lequel je suis le moins confiant et où ils sont le plus forts pour moi, c'est bien sur les ballons hauts. L'Angleterre est l'une des équipes qui joue le plus au pied, un coup de pied toutes les 3 passes en moyenne, et c'est des coups de pied de pression pour la plupart. Le trio Smith, Freeman, Stewart est extrêmement bien rodé et quasiment chaque chandelle est convertie en action positive, soit avec un turnover net, donc la balle qui échappe à l'adversaire et qui revient dans leurs mains, soit en provoquant des pénalités, soit en poussant l'adversaire en touche. C'est vraiment leur gros point fort, c'est leur meilleur atout selon moi pour inverser la pression et la reporter sur l'adversaire, et je pense que actuellement dans le monde, il n'y a pas une équipe qui est aussi forte justement sur les ballons hauts, même contre l'Irlande, ils les ont dominés, et c'est un gros problème parce que nous on est toujours aussi friables dans ce secteur, on n'a pas beaucoup progressé depuis la Coupe du Monde je trouve. Notre triangle arrière va donc avoir énormément de taf pour rivaliser avec l'arrière-garde anglaise, et je me dis presque qu'il pourrait être judicieux pour les en dissuader de trop utiliser ce jeu au pied, de détacher Dupont dans le 3e rideau, comme ça avait été le cas lors de la tournée de novembre. Alors d'une part, parce que je pense qu'il est quand même assez doué, de toute façon il est doué dans tout ce qu'il fait Dupont, donc pourquoi pas le mettre sous des chandelles, et donc ça peut dissuader l'Angleterre de lui rendre des ballons rapides, parce que dès qu'il va relancer ça va être le bordel pour eux, mais aussi parce que même défensivement, si jamais Freeman et Stewart arrivent à récupérer le ballon et à nous mettre un petit peu sous pression, je pense que Dupont peut rapidement éteindre l'incendie, soit avec des gros plaquages bien sentis comme il sait le faire, soit en grattant directement parce que l'attaque anglaise, les soutiens vont être en retard et lui va être très rapidement justement sur les zones de contact pour venir gratter. Enfin, le dernier secteur où ils nous sont supérieurs, pour moi c'est la touche. Maro Itoje règne en maître sur ce secteur et sa présence est un véritable poison tant il arrive à contrer facilement ses adversaires. Tant et si bien que lorsque j'ai regardé les matchs de l'Angleterre, il y a beaucoup de talons adverses dans l'Angleterre qui tentent de lober Maro Itoje dès qu'ils voient qu'il est dans la zone de saut de leur sauteur. Ils disent non, je vais pas tenter le diable, je vais lober directement pour le contourner tout simplement, et c'est beaucoup de ballons qui sont soit cafouillés ensuite après par l'attaque, soit qui sont carrément rendus à l'Angleterre, donc ça bousille en fait beaucoup de lancements programmés par l'attaque. C'est vraiment un virus pour les adversaires des Anglais qui ne peuvent pas être sereins lorsqu'ils annoncent des lancements de jeu. La solution généralement quand on est pris en touche, c'est de réduire l'alignement pour en fait pouvoir avoir plus de liberté de circulation, offrir plus de marge de manœuvre aux sauteurs s'ils sentent que Maro Itoje le marque et le piste, et donc le but c'est de proposer à Maro Itoje beaucoup plus d'espace à couvrir pour plus facilement le feinter et le prendre. Mais voilà, ça nécessite beaucoup d'adaptation et je suis pas du tout un professionnel du secteur. Mais en tout cas c'est un domaine qui s'avère décisif parce que sans ça on va avoir beaucoup de mal à lancer notre jeu. Contre les All Blacks on gâche beaucoup de ballons comme ça parce qu'on n'arrive pas à conserver nos propres lancers. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça a été assez digeste, j'ai essayé de condenser un maximum pour pouvoir vous restituer ça et que ce soit lisible pour vous avant le match, pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui risque de se passer sur le terrain samedi prochain. Personnellement je suis déjà hyper excité à l'idée de ce que ça peut donner, parce que là je pense que si on gagne une nouvelle fois à Twickenham, on peut vraiment les mettre au fond du seau. Dites-moi maintenant en commentaire ce que vous attendez de ce match, et avant de conclure je voulais vous remercier pour l'engouement qu'il y a de nouveau autour de la chaîne en ce moment. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, merci à tous les nouveaux abonnés aussi qui sont là sur la chaîne, donc bienvenue à vous, et un gros merci également aux donateurs, aux tipeurs qui me laissent des pourboires régulièrement avec le bouton merci sous la vidéo là. Ça me permet de me mettre bien, mais surtout ça me permet aussi d'investir dans du matos lorsqu'il y a besoin, par exemple ces micros là que j'ai pu acheter avant Noël justement grâce en partie aux dons que j'avais reçus suite à mes débriefs de la tournée de novembre. Donc merci à tous de m'avoir suivi, il ne me reste plus qu'à vous dire bon match, moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.